Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous pouvions calibrer les probabilités de défaut et en particulier les probabilités par classe de risque. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on valide les modèles et comment nous gérons le risque de modèle. Il existe de nombreux tests statistiques pour valider les modèles et notamment les modèles de régression, les modèles de scoring. Nous allons nous focaliser sur 3 tests statistiques en particulier. Premièrement, les tests dits binomiaux, puis l'approximation normale et enfin le test de Osmer-Lemeshow. Nous allons faire plusieurs hypothèses. Nous allons faire l'hypothèse que les bandes de score sont déjà créées et que les probabilités de défaut par classe de risque sont déjà assignées à chacune de ces bandes de score. Nous faisons aussi l'hypothèse que la probabilité de défaut d'un emprunteur est indépendante de l'état de défaut ou de survie d'un autre emprunteur dans la même bande de score. Alors commençons par le test binomial. Ce test sert à valider l'estimation d'une probabilité de défaut pour une bande de score en particulier. Considérons la bande de score numéro I qui a une population NI. Chaque emprunteur de cette bande de score a une probabilité de défaut PDI qui ne dépend que de son appartenance à la bande de score numéro I. Le nombre d'emprunteurs classés en B, c'est-à-dire ayant une mauvaise qualité de crédit dans la bande de score numéro I, suit donc une loi binomiale. Le test binomial compare donc 2 hypothèses. Tout d'abord l'hypothèse nulle, dite hypothèse H0. Cette hypothèse, c'est que la valeur PDI pour la bande de score I est correcte. L'hypothèse alternative, l'hypothèse H1, c'est que la valeur PDI pour la bande de score est sous-estimée. Alors supposons que nous observons un nombre de défauts BI. La probabilité d'avoir BI emprunteur classé B, c'est-à-dire la probabilité que le nombre de défauts dans la bande de score numéro I soit égal à BI, sachant l'hypothèse H0. L'hypothèse H0, c'est-à-dire que la probabilité de défaut dans la bande de score numéro I est bien PDI. Eh bien, cette probabilité est égale à C de NIBI, le nombre de combinaisons pour choisir BI éléments parmi NI, multiplié par PDI puissance BI, 1 moins PDI puissance NI moins BI. L'hypothèse H0 sera donc rejetée au seuil de confiance alpha si la formule suivante est satisfaite, c'est-à-dire si BI est supérieur à un certain montant K étoile, avec K étoile étant égal à cette quantité-ci. Expliquons. La somme partielle figurant dans la grande accolade est la probabilité que le nombre de défauts de la bande de score numéro I soit entre K et NI, c'est-à-dire plus grand que K. Si cette probabilité est supérieure à 1 moins alpha, alors nous considérons le test rejeté, c'est-à-dire que cette probabilité est trop élevée pour considérer que l'hypothèse H0 soit valable. Ainsi, K étoile sera la plus petite valeur de K pour laquelle l'hypothèse H0 rentrera dans le domaine du viable. Quant au seuil de confiance alpha, si je prends un seuil de confiance à 95%, la probabilité de ces événements-là, c'est-à-dire que BI soit supérieur à K étoile, est inférieure à 5%. Dit autrement, je ne rejetterai pas l'hypothèse H0 tant que BI est inférieur ou égal à cette quantité K étoile. K étoile est le seuil d'acceptabilité pour la valeur observée de BI de l'hypothèse H0. Donc, il est hautement improbable qu'une probabilité de défaut égale à PDI conduise à une valeur de BI aussi grande que celle-ci, et donc l'hypothèse H0 est rejetée dans ce cas. Prenons un exemple. Je suppose que la probabilité de défaut PD vaut 10%. J'ai une population dans mon échantillon N égale à 20 et j'observe un nombre de défauts B égale à 5. Est-ce que je peux rejeter au seuil de 95% l'hypothèse que la probabilité de défaut est égale à 10%? Alors je vais faire l'hypothèse que la probabilité de défaut PD est égale à 10%. Je vais calculer la probabilité que sous cette hypothèse, la probabilité de que B soit supérieur à 5 sachant PD égale à 10%, et alors il y a une fonction R qui donne cette probabilité, c'est la fonction P binôme.
Et on trouve que la probabilité que B est égale à 5 avec N égale 20 et PD égale 10% est égale à 4,3%. Cette probabilité est inférieure au seuil de 5% et donc l'hypothèse H0 est rejetée. Faisons à présent l'approximation normale. Comme vous le savez, dans certaines limites, la loi binomiale peut s'approximer par une loi normale. Lorsque la population et le nombre de défauts observés sont suffisamment élevés, nous faisons cette approximation que le nombre de défauts BI qui suit cette loi normale plutôt qu'une loi binomiale comme vu précédemment. Donc le nombre de défauts de la bande de score en numéro I, en loi, eh bien, on va l'approximer par une loi normale avec comme espérance NI fois PDI, c'est-à-dire l'espérance du nombre de défauts, soit la population de la classe numéro I multipliée par la probabilité de défaut, et sa variance, c'est NI PDI, 1 moins PDI, c'est-à-dire la variance de la loi binomiale. La probabilité que le nombre de défauts B soit inférieur à K étoile est égale à N, la fonction de répartition de la loi normale, N de K étoile moins espérance de B, c'est-à-dire NI PDI, le tout divisé par l'écart type de B, c'est-à-dire racine de NI PDI 1 moins PDI. Nous en déduisons si cette probabilité est égale au seuil de confiance alpha, la formule de K étoile. Ainsi, si la valeur de BI est supérieure à K étoile, alors H0 sera rejeté. La valeur de K étoile est donnée par l'intervalle de confiance correspondant au seuil alpha qui est égal à l'espérance de B plus n-1 de alpha fois l'écart type de B. Prenons un exemple. Supposons l'hypothèse H0 et que la probabilité de défaut est égale à 10%. La population est N égale 100, le nombre de défauts observés est B égale 15, et sous l'hypothèse H0, le nombre de défauts suit approximativement la loi normale centrée sur 10 et de variance 9. En effet, l'espérance est PD fois 100, c'est-à-dire 10, et la variance 100 fois 10% fois 1 moins PD, c'est-à-dire 90%, et donc la variance c'est 9. L'écart type vaut 3. La probabilité que le nombre de défauts soit supérieur ou égal à 15 suit donc cette loi normale, centrée sur 10 et d'écart type 3. Donc cette probabilité est égale à 1 moins n de 15 moins 10 sur 3, c'est-à-dire 1 moins n de 5 tiers, soit 4,9%. L'hypothèse H0 que la probabilité de défaut est égale à 10% doit donc être rejetée au seuil de 95%. Elle ne serait pas rejetée au seuil de 99%, puisque dans ce cas-là, la probabilité de 4,9% serait bien supérieure à 1%. Passons à présent au troisième test, le test de Hosmer-Lemeshow. L'idée de ce test est de comparer des prédictions du modèle aux réalisations. C'est une approche dite goodness of fit. Nous avons des classes de risque, chacune avec une certaine population NI et une certaine probabilité de défaut PDI, ainsi que des observations d'un nombre de défauts BI. Les défauts prédits sont NI, PDI pour la classe I, et les observations sont les BI. La question est donc, les défauts observés invalident-ils, oui ou non, la courbe des défauts prédits, c'est-à-dire le modèle? Alors nous calculons la statistique appelée statistique de Hosmer-Lemeshow. Cette statistique est très simple. Vous allez le voir, c'est la somme sur chacune des bandes des écarts quadratiques du nombre de défauts observés normalisés en divisant par la variance. Vous voyez bien au numérateur l'écart entre la prédiction NI-PDI et la réalisation BI, le tout au carré. Vous reconnaissez la variance au dénominateur. Chacun des termes de cette somme est le carré d'une quantité qui, asymptotiquement, est une variable gaussienne centrée réduite. La somme est appelée HL, statistique de Hosmer-Lemeshow. La somme de n termes carrés d'une variable gaussienne centrée réduite suit, vous le savez, la loi du qui2, avec n-2 degrés de liberté. Donc la statistique Hosmer-Lemeshow suit une loi du qui2 avec n-2 degrés de liberté. Le test de Hosmer-Lemeshow a un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviens ici. Tout d'abord, le nombre de groupes et la méthode de segmentation ne sont pas prescrits par le test de Hosmer-Lemeshow. Mais il y a une infinité de façons de choisir à la fois le nombre de groupes
et la méthode de segmentation. Osmerlemes-Shaw préconise plusieurs approches. Deux approches en particulier. La première, c'est de définir des groupes par intervalle de probabilité de défaut, des bandes de PD. Cette approche ne fait pas l'unanimité, et en particulier dans le risque de crédit. Elle n'a pas une très grande cote, puisque la pratique dans le risque de crédit, c'est plutôt de faire des bandes de score, et non pas des bandes de probabilité de défaut. Donc, nous écarterons cette approche pour les modèles de crédit. La deuxième approche, c'est de constituer des groupes d'emprunteurs identiques en nombre et classés par ordre croissant de PD. C'est ce que la pratique en général préfère pour l'implémentation du test de Osmerlemes-Shaw. En général, néanmoins, les populations par classe de risque, pour le risque de crédit, sont différentes d'une classe de risque à l'autre. Et nous allons donner un exemple d'application du test de Osmerlemes-Shaw dans ce cas. La probabilité prédite pour le score numéro 1, c'est 2%. C'est 5% pour le score numéro 2 et 10% pour le score numéro 3. Et vous voyez les populations respectives, 1000, 600 et 100. Le nombre de défauts observés est de 25 pour la première classe, alors que le nombre de défauts prédits est 2% fois 1000, c'est-à-dire 20. Pour la classe 2, le nombre de défauts observés est de 35, et le nombre de défauts prédits est 5% fois 600 égale 30. Pour la troisième classe, le nombre de défauts observés est de 15, et le nombre de défauts prédits est 10% fois 100, c'est-à-dire 10. La valeur de la statistique de Osmerlemes-Shaw est composée de 3 termes. J'en donne leur valeur dans la dernière colonne du tableau. Le premier terme est sur la première classe. C'est le nombre de défauts observés, moins le nombre de défauts prédits, c'est-à-dire 25 moins 20, le tout au carré, divisé par la variance, c'est-à-dire NIPDI, cela fait 20, fois 1 moins PDI, c'est-à-dire 1 moins 2%. Le deuxième terme est 35 moins 30 au carré, sur NI fois PDI, 5% fois 600 égale 30, fois 1 moins PDI, 1 moins 5%. Enfin, le troisième terme est égal à 10 au carré, divisé par la variance NIPDI 1 moins PDI, c'est-à-dire 10% fois 100 fois 90%. Le premier terme vaut donc 1,278, le deuxième 0,877 et le troisième 2,70. Au total, ces trois chiffres-là sont égaux à la statistique de Osmerlemes-Shaw, soit 4,93. Il suit une loi du Qui2 avec n-2 degrés de liberté. Pour n égale à 3 ici, il y a 3 classes de risque, cela correspond à une p-value égale à 2,6%. Donc au seuil de 95%, nous devons rejeter le choix des probabilités de défaut prédites, et en revanche, au seuil de 90%, eh bien, nous ne les rejetons pas. Alors, résumons-nous. La différenciation du risque inclut 2 étapes, que sont le scoring et le regroupement en classes de risque, les fameuses scorebands. Les probabilités de défaut sont ensuite assignées à chacune des classes de risque. C'est la quantification du risque. Enfin, la réglementation exige que les taux de défaut observés correspondent aux probabilités de défaut estimées. À ce titre, les méthodes de backtesting, les tests statistiques, tous doivent être implémentés pour justifier la validité des modèles. Nous avons vu dans cette vidéo les principaux tests possibles. Des tests individuels sur chaque classe de risque, les tests binomiaux, les tests suivant la loi normale, et un test global sur l'ensemble des grades, le test de Osmerlemes-Shaw.